Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Ce n'est pas la voix habituelle aux commandes de cette émission ce soir, mais les spécialistes, eux, sont au rendez-vous, bien au rendez-vous. Pasteur Edo Komi, bonsoir. Bonsoir, et bonsoir aux auditeurs, aux auditrices. Vous voulez dire honoré? Honoré. Vous êtes Patrick Debreville. Ouais, vous êtes le président du mouvement Martin Luther King. Idelfos Akaki, bonsoir. Bonsoir Patrick, je suis très heureux de te retrouver. J'ai en mémoire encore la légende des faits. Je suis très heureux de te voir. Merci. Vous êtes le directeur du site d'information, la Gazette du Togo. Ibrahim Acha, il vient d'arriver, on va lui permettre de s'asseoir. Ibrahim, bonsoir. Bonsoir mon frère et bonsoir aux confrères en studio. Vous êtes le directeur de la publication Temps Nouveau. Je suis Patrick Degbeville, aux commandes ce soir, exceptionnellement. Bienvenue à tous. Les sessions 2017-2018 sont tombées jeudi dans la matinée. Ces résultats sont marqués par des taux de réussite en hausse, notamment dans l'enseignement général qui enregistre un taux de réussite de 78,70% contre 52,24% en 2017, soit une augmentation de 24,46% comparativement à l'année dernière. Quant à l'enseignement technique, le taux de réussite est de 63,89%, tout est confondu, un record finalement. Oui, bon, on ne peut que se réjouir s'il y a un taux élevé de réussite au cours d'un examen comme le probatoire. Mais il faudrait que je dise que cet examen, en fait, ne m'a jamais, depuis un certain moment, nous sommes ceux-là qui combattent, qui œuvrent pour que le probatoire soit éradiqué du système éducatif parce qu'il ne sert à rien. Le probatoire, jusque-là, ne sert à rien puisque aucun concours officiel ne requiert le diplôme là comme étant un diplôme officiel. À quoi cela sert le probatoire? Si c'est pour faire échouer entre-temps, des années dernières, beaucoup de personnes, et que des fonds colossaux qui sont mis, alors que l'éducation souffre. Pendant des années, on met des fonds à l'actif d'un examen qui ne sert à rien. Parce que justement que les gens se suivent là, parce que pour organiser un examen, il faut beaucoup déployer de l'argent, et les gens, au finish, ont de l'argent, il y a du reliquat. Mais c'est juste cela. Donc le probatoire, c'est vrai que moi je peux rendre grâce au Seigneur parce que ma fille est sortie avec mention, c'est bien, mais en fait le probatoire, ça ne sert à rien. Donc déjà l'année qui va commencer là, nous serons encore au front. Demandons au gouvernement d'éradiquer, d'en finir avec le probatoire au cours de l'année qui vient. Ce sera un combat que nous allons faire ensemble avec vous les journalistes et autres, parce que le probatoire, ça ne sert à rien. Toutefois, le résultat, c'est vrai. L'année dernière, il y a plus de 5 ans que l'éducation est secouée par des revendications des enseignants. Cette année aussi, on en a vu. C'est pourquoi d'ailleurs les résultats sont tombés. Maintenant, nous sommes presque en septembre et ce n'est jamais vu. Bon, mais on ne peut que dire que quelque chose est fait, mais est-ce que ça reflète le niveau? Qu'est-ce que ceux-là qui sont admis, est-ce qu'ils ont cette capacité-là? En tant que des gens qui ont fait la première, moi je connais des gens qui ont fait la première aujourd'hui. Quand vous les prenez par rapport à ceux qui font la première aujourd'hui, c'est le ciel, c'est le jour et la nuit. Bon, est-ce que cela reflète effectivement le niveau de nos apprenants aujourd'hui? Je n'en sais pas trop, mais bon, il faut reformer le système éducatif togolais parce que apparemment on risque d'avoir des gens de bas niveau, des gens absolument qui ne seront pas bons pour le Togo de demain. Oui, il défonce, oui. Finalement, c'est un record, on l'admet, mais le pasteur veut œuvrer en réalité pour qu'on arrête avec le probatoire. Vous savez que il y a quelques années, je ne sais pas ce qui s'est passé, on a suspendu le probatoire. Parce que nous avons entendu, nous avons su, et nous disons aujourd'hui que à l'époque, il y avait le fils d'un chef d'État, c'est-à-dire du président de la République, et qui devait passer le probatoire, et on a suspendu le probatoire. Au Togo. Je parle du Togo, je ne parle pas d'ailleurs. Et moi, personnellement, des gens m'ont interpellé dans la diaspora. Je parle bien de la diaspora pour dire
Mais comment se fait-il que il y a quelques années, parce que le fils du... Là, je le dis, le fils, ou bien l'un des fils de feu le général Eyadema devait passer le probatoire et on a suspendu le probatoire. Et tout est allé comme ça. Et qu'après, on a maintenu, on a ramené le probatoire. Mais ma grande question aujourd'hui, en 2018, parce que feu le général Eyadema, c'était depuis 2005, ma grande question aujourd'hui, c'est que est-ce que le probatoire existe encore dans l'espace CEDEAO? Puisque nous formons aujourd'hui une communauté. Est-ce que ça existe? Si ça n'existe pas, pourquoi le Togo a-t-il maintenu le probatoire? Je rappelle que, en tant que journaliste et leader d'opinion, les gens m'ont interpellé par rapport à ça. Est-ce que ça existe encore dans d'autres pays comme c'est encore le cas au Togo? Mais si ça n'existe pas... Ouais, le Togo fait l'exception. Non, mais je sais que c'est l'exception qui confirme la règle, mais ça n'a pas été toujours cela. Parce que je rappelle que il y a quelques années, on l'avait suspendu. Pourquoi ou quelles raisons? Quelles sont ces raisons qui ont milité en faveur de cette suspension? Et pourquoi après, on a maintenu cela? C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Je suis très heureux que Pasteur Heido a touché du doigt un point très important qui consiste à savoir aujourd'hui, est-ce que les élèves ont le niveau qu'il faut pour avoir le probatoire? Malgré la crise, hein, on a plus de 70%. Malgré la crise. Il y a un paradoxe. Ça dit que les élèves ont travaillé en réalité. Il y a un paradoxe au Togo qui me fait toujours sourire. Et moi, je le dis à qui veut m'entendre. Vous avez une année scolaire qui est jalonnée de mouvements de grève où vous ne trouvez pas des enseignants pour dispenser les cours. Vous voyez toujours les élèves dans les rues. Vous leur posez des questions sur des semaines. Et au terme de l'année scolaire, le taux de réussite flambe. Ça, c'est ce qui fait que le Togo est devenu aujourd'hui non seulement une curiosité dans le monde, mais aussi, excusez-moi, la risée du monde. Par rapport à tout cela. Parce qu'il est devenu un pays atypique. Ibrahim, oui, on a le bac 1, les résultats sont tombés hier jeudi, avec ce taux de 78,70% pour l'enseignement général, satisfaisant d'une manière générale. Oui, satisfaisant pour des profanes, pour ceux qui n'avaient pas le temps d'analyser le contexte dans lequel les examens ont eu lieu et le contexte dans lequel le système éducatif a évolué. Nous savons que cette année a été une année difficile pour le système éducatif togolais. C'est marqué par des débrayages, c'est marqué par des grèves à répétition. Et si vous prenez un peu les horaires par rapport aux cours, je peux dire qu'ils n'ont même pas fait les 50%. Selon la programmation normale. Donc, ça voudrait dire que les élèves qu'on nous dit avoir réussi, ont réussi avec des tares, ont réussi avec des insuffisances. Et le résultat qu'on nous a présenté, moi je dirais que c'est un taux de réussite cosmétique. C'est fait pour pouvoir embellir ou bien pour impressionner qui? C'est pour impressionner qui? Le système éducatif togolais est malade, sérieusement malade. L'école togolaise est malade. Cherchons des remèdes à l'école togolaise. N'essayons pas de faire des rafistolages, n'essayons pas de faire de la cosmétique pour impressionner qui? Le taux là, c'est pour impressionner qui? C'est pour dire aux Béninois que les Togolais sont plus intelligents, ou bien c'est pour dire aux Burkinabés que les Togolais sont plus intelligents. Moi je pense que le débat actuel, c'est de tout faire pour que les grèves, les débrayages et tout ça là, l'année prochaine, on ne connaisse pas ça. Que le ministre ne reste pas dans son bureau, bien climatisé, dire que c'est bon, l'année on a fini, il y a eu un taux, et il va s'enorgueillir, c'est fini. Il devait commencer par penser aux doléances des enseignants, commencer par penser aux dossiers en suspens, commencer déjà par parler des dossiers ou bien des points sur lesquels ils ne se sont pas entendus avec les syndicats des enseignants. Je pense que c'est l'exercice auquel il doit s'atteler actuellement. Mais maintenant, revenons maintenant sur disons, l'opportunité du bac 1 au Togo. Le pasteur Edo, comme il a déjà dit,
vous ne verrez aucun concours au Togo de recrutement où on a mis diplôme bac 1. Vous ne verrez jamais. Il n'y en a pas. Je défie quiconque qui peut me montrer un avis ou bien, comment on l'appelle toi là, un communiqué de concours où on a mis bac 1. Mais oui, mais au Togo, quand vous n'avez pas le bac 1, vous ne pouvez pas vous présenter au bac. C'est ça, Voilà, c'est ça le paradoxe. On prend beaucoup de milliers de du contribuable pour organiser un examen qui n'a même pas de valeur, qui ne sert même pas qui ne sert à rien dans le pays. Mais comment on peut évoluer comme ça? Le bon sens voudrait que quand vous organisez un examen, que lorsque les gens sont détenteurs de ce diplôme, qu'ils puissent aussi le faire valoir sur le marché de l'emploi ou bien ailleurs. Aujourd'hui, le bac 1 sert à quoi? Le proba. Ça sert à quoi? Ça ne sert à rien. Vous avez beau eu votre bac 1, il n'y aura aucun concours dans ce pays. Je dis bien aucun concours. Hein, pour aller sur le marché de l'emploi ou bien aller ailleurs où on vous dira diplôme bac 1. Il n'y en a pas. Il n'y a jamais eu. Les autres pays ont suspendu ça parce que bon, ça ne vaut rien. Les gens disent que c'est fait de façon à tamiser les bons candidats pour aller au baccalauréat, pour qu'on ait des candidats valeureux au baccalauréat. Est-ce que finalement on n'a pas raison sur la ligne? Mais mon ami, ce que nous trouvons au baccalauréat là, faites, soyez un peu curieux, contactez un peu les enseignants qui corrigent, on va vous donner les bêtisiers du baccalauréat. Vous verrez des énormités là-bas. C'est quel tamis ce bac 1 là a servi? Ça a servi à quoi? Ça a servi à quel tamis? Et on retrouve les mêmes énormités au niveau du baccalauréat. Vous comprenez? Donc moi je me dis que le système éducatif togolais doit être repensé. C'est ça, il faut repenser ça. Que les autorités aient le courage de se remettre en cause, de savoir qu'ils ont failli et que ça n'a pas marché sur toute la ligne maintenant. S'il faut revoir les curricula, s'il faut revoir les programmes, je pense que ça serait bien. Et le Premier ministre aussi doit savoir que quand on est chef de gouvernement, on doit être un vrai chef d'orchestre. On ne doit pas rester dans sa villa coiffure de la cité où il a et penser que tout va aller par enchantement. Il doit descendre sur le terrain et savoir qu'il y a des choses qui ne vont pas et il doit chercher des solutions à ces choses. Moi, je pense que c'est cela. Et le chef de l'État, je pense que c'est lui le président je ne pense pas, c'est lui le président de la République, le père de la nation, tout ça là, et patati patata. Mais il doit savoir qu'aujourd'hui, nous sommes face à des enjeux. Le pays, le Togo, n'est pas une singularité, comme certains le pensent. Le Togo se trouve dans un espace communautaire. Nous parlons de la CEDEAO. Et quand on parle de la CEDEAO, les bonnes pratiques en matière d'éducation, en matière de gouvernance et tout ça là, ça doit faire école aussi au Togo. Que le Togo aussi essaie de copier ce qui se fait en bien et qu'on envoie aussi des signaux en matière de qualité, en matière d'excellence, d'exemplarité vers les autres pays. Oui. Mais Patrick, si tu permets, je voudrais tout juste emboîter dans le même sens que Ibrahim, tout en lui disant merci pour son analyse. Mais en ajoutant par rapport au Premier ministre que je me demande si le Premier ministre togolais a vraiment le pouvoir, c'est-à-dire s'il est imbu de ses prérogatives, s'il a les mains libres, s'il a les coudées franches pour faire face à certaines éventualités togolaises. Oui, on se rappelle, il a conduit en réalité ce processus de grève jusqu'à trouver conclusion avec ses enseignants. Qui commande, il maîtrise la situation. Les enseignants crient encore aujourd'hui, ce qui veut dire que sur toute la ligne, il a échoué. Ça, je vous le dis. Mais par rapport à ce que Ibrahim a dit, il a fait une très, très bonne analyse qui m'est allée tout droit au cœur, en épulchant l'essentiel de ce que nous devons dire. Moi, ça m'a échappé. Mais je suis très heureux qu'il a rappelé. Ça sert à quoi le baccalauréat? Première édition ou bien, comment vous l'appelez? Première partie. Ça sert à quoi? Dites-moi. Il a dit tout à l'heure, quand on veut embaucher, quand on lance des concours, est-ce qu'on se focalise sur le probatoire? Mais si on ne se focalise pas sur le probatoire, pourquoi le maintenir? J'ai dit tout à l'heure, dans l'espace CEDEAO, je me limite là. Est-ce que tous ces pays-là qui sont membres ont encore sauvegardé le probatoire? Pourquoi on laisse encore aujourd'hui? Et j'ai ajouté tout à l'heure que dans la diaspora, des voix se sont élevées pour m'interpeller, pour me dire « Ah, monsieur Apaki, mais pourquoi au Togo on maintient encore le probatoire ?»
Mais si sur toute la ligne, on a pu déceler aujourd'hui que le probatoire ne sert à rien du tout, et que le Togo, qui ne veut pas se singulariser dans ces États de la sous-région, doit essayer de balayer de revers de la main tout ce qui fait qu'il a l'intention d'être singularisé, il faut qu'on essaie de bannir tout ça. En clair, on va repenser le système. Oui. Mais le système éducatif togolais a repensé de bas en haut. En attendant, on a un mois, pasteur. Officiellement, à partir de ce vendredi 24 août, les vacances ont débuté et la rentrée est fixée au 24 septembre. Juste un mois pour les parents et les élèves et les enseignants afin de se préparer pour la nouvelle rentrée. Ouais, voilà aussi l'autre aspect, parce que c'est vrai que les élèves, presque tous les élèves étaient déjà en vacances compte tenu de la longueur, de l'élasticité, de l'étendue de l'année. Mais je crois quand même que je ne sais pas les raisons qui ont poussé le gouvernement à rabaisser, puisque entre-temps, c'était allongé. C'était allongé. Pourquoi ils sont rabattus sur le 24? Je ne sais pas. Ça va être encore un problème, parce qu'il faut que les gens se préparent, pour les enseignants, les parents se préparent. Vous savez, la situation économique au Togo est tellement difficile aujourd'hui. Comment est-ce qu'on va s'en prendre? Personne ne le sait. Mais je crois quand même que... Et des fois, souvent, c'est ça qui fait mal, que le gouvernement togolais, à chaque fois, je sais que le 24, là, sûrement, ils vont encore revoir ça là, c'est-à-dire monter en octobre. Et quand c'est comme ça, c'est comme si on joue à la loterie. C'est comme si on joue à la loterie. Le gouvernement joue à la loterie, on fait tout par tâton, il faut le faire, il ne peut pas le faire, et ce n'est pas normal. Gouverner, c'est prévoir. Il faut qu'il y ait des prévisions fortes sur ce qu'on est en train de faire. Mais si c'est comme ça, c'est comme si les gens ne veulent plus rien faire. Ils sont là, ils se lèvent un matin, disent bon, il faut le faire. Et ça, ce n'est pas gouverner. De toute façon, on attend voir ce qui va se passer. Mais c'est encore trop court, puisque ça a permis, ça a déjà empêché beaucoup de candidats, des gens qui veulent évoluer ailleurs par rapport à la production de leur dossier. Déjà, ceux qui veulent étudier ailleurs ont déjà de problèmes. Certainement sur l'année prochaine, puisqu'ils ont déjà raté la phase préparatoire, les conditions, les inscriptions. Donc, vous voyez, donc c'est ça ce que le gouvernement togolais nous offre. C'est ça les offres du gouvernement togolais. Et ça se répète quand même. Il faut qu'on arrive à avoir quand même, à faire l'étude, à tirer des leçons du passé. Et au même moment, comme il a dit tout à l'heure, c'est le temps maintenant pour le gouvernement de négocier, de revoir la copie avec les syndicats, pour qu'on ne retombe pas dans les travers, les élèves dans les rues, et on sait tout ce que cela a donné comme conséquence. S'il vous plaît, messieurs les dirigeants de ce pays, l'avenir du Togo, ça dépend du niveau, de la qualité de notre éducation. Cessez de s'amuser, de vous amuser avec l'éducation au Togo. Il faut revoir l'état général, c'est-à-dire l'état général de l'éducation. Oui, c'était annoncé. C'était annoncé. On l'attend pour réformer le système et l'adapter à notre réalité. Parce que c'est vieux, c'est colonial. Apparemment, le système est pourri. Il faut revoir le système éducatif. Ibrahim, vous avez un mois pour apprêter les frais scolaires, les fournitures. C'est compliqué finalement. Oui, mais c'est compliqué, surtout avec ces moments de crise et de vie chère que nous traversons dans le pays. Bon, en tout cas, moi, je sais qu'il y a la crise au pays. Ceux qui ne le savent pas, c'est leur problème. Ça dépend de là où ils se placent pour analyser ce qui se passe dans le pays. Mais ce que je voudrais dire par rapport, disons, à la période très courte de ces vacances, c'est que ça pose un double problème. Le premier problème, c'est que, vous savez, dans la région septentrionale, moi je viens de cette région, je connais bien la région, mes frères qui sont là sont obligés d'aller dans d'autres pays, aller faire du métage, aller faire du petit job pour trouver de l'argent et revenir acheter les fournitures scolaires. Donc, 30 jours, je me demande si
On peut quitter, aller au Nigeria, aller en Abidjan, aller en Côte d'Ivoire et autres, là, faire un peu du job, de la débrouillardise et revenir pouvoir acheter. Ça pose déjà ce problème. Le second aspect aussi, c'est que nous avons des enseignants qui profitent de la période des vacances pour faire des champs. Parce que leur vie n'est pas rose. Il faut cultiver du haricot, il faut faire et autres, là, du maïs, faire un petit champ. Bon, maintenant, on dit, la rentrée reprend. Bon, pendant un mois, on ne peut pas, à proprement parler, faire son champ. Ça pose aussi un problème. Parce que c'est la période des vacances, c'est pendant les vacances que ces enseignants trouvent le temps nécessaire matériel pour aller le faire. Bon, maintenant, si nous revenons sur ce que le gouvernement a dit, si l'intention, c'est de normaliser l'année scolaire, le découpage scolaire au Togo, parce qu'à un moment donné, on a perdu des repères. Tantôt, on va rentrer en octobre, tantôt en novembre et autres là. Donc, or, quand nous étions enfants, quand nous étions à l'école, on sait que le mois de septembre, c'est le mois de la rentrée. Donc, si c'est ce qu'il veut faire, il veut normaliser les choses, c'est une très bonne chose. Mais encore faudrait-il qu'ils accompagnent cela d'autres actes. Parce qu'il ne s'agit pas de fixer la rentrée, c'est fini. Non, il faut mettre tout au point. Il faudrait que le 24 septembre dont vous parlez, que les enseignants puissent avoir au moins la première tranche de leur prime de bibliothèque et autres là. S'il y a pas pour qu'à la rentrée, on ne répète plus les mêmes choses. Bien évidemment. Donc il faudrait apprêter tout ça là. Donc c'est pourquoi je dis, si l'intention c'est de normaliser les choses, il faudrait aussi faire suivre des actes forts. Parce que les enseignants ne vont pas pour les beaux yeux du gouvernement. En tout cas, le gouvernement prendre le 24 sans avoir quelque chose dans la poche. Le gouvernement est en accord avec les enseignants. On verra bien d'ici le 24 septembre. Ildefonse, vous avez malheureusement 2 minutes sur ce sujet. Non, le gouvernement n'est pas en accord avec les enseignants. Parce que moi, j'ai encore entendu la dernière fois le secrétaire général du CST qui a dit tout ce qui a été fait là, mais il se pose la question de savoir si ça serait bien. Et donc, moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Mais j'ajoute par rapport à ce que Pasteur Edo a dit. Vous savez, lorsque il y a une priorité qui tient à cœur le pouvoir togolais, il s'en tient à le faire. J'ai dit sur ce plateau et sur d'autres que j'ai écouté le ministre Bawara sur Radio Victoire FM. J'ai encore la bande. Pas chez moi à la maison, mais sur mon compte Google. Puisque des fois, vous savez, quand ça les dérange, ils viennent chez vous, ils ramassent tout, ordinateur et tout ça. On a appris à mettre tout maintenant sur le net. J'ai la bande du ministre Bawara qui a dit la priorité du gouvernement de M. Faure, ce n'est pas l'éducation. Je l'ai entendu sur Radio Victoire FM. Excusez-moi, je l'ai toujours dit et je le martèle encore aujourd'hui. Si l'éducation togolaise est encore à ce niveau, c'est parce que l'éducation togolaise n'est pas la priorité du gouvernement en place. Autrement, comment se fait-il que vous et nous, on a été à l'école et à l'époque, on n'a pas connu ce que nos petits frères et sœurs connaissent aujourd'hui dans leur éducation? Mais ouais, dites-moi, le changement c'est où? On nous a dit que c'est la même famille. Pardon, c'est la même famille. Je suppose que si c'est la même famille, l'héritage, c'est consanguin. Pourquoi nous, vous et moi, on a été normalement à l'école, notre éducation nous permet aujourd'hui de nous mettre devant ces micros-là pour dire ce que nous avons vécu par le passé, c'est parce que nos petits frères et sœurs vivent aujourd'hui sur un plan purement éducationnel. Mais quand on s'attaque à la politique, et qu'on veuille par tous les moyens sauvegarder le pouvoir, dire que vous ne pouvez rien, nous ne quittons pas le pouvoir. On oublie la santé, on oublie l'éducation, on oublie les retraités, ceux qui ont sauvé ce pays. Parce que, n'oublions pas, moi j'ai mal au cœur. Quand je me déplace à la fin du mois et que je vois des pépés et des mémés à la Banque Populaire qui viennent... Ici, à Kilkamé. Et juste à Kilkamé, et également à côté, qui viennent, on leur dit, il y a une information, et ça dit que vous devez vous présenter là-bas pour prendre votre pension. Ils viennent, ils n'en trouvent pas. J'étais très malheureux un matin quand j'ai envoyé un de mes reporters sur un reportage qui revient tout en larmes pour me dire qu'il était à côté d'une vendeuse d'Aïmolou et qu'un vieux était arrivé qui disait à la dame qu'il s'est réveillé déjà à 5 heures pour marcher, venir percevoir sa pension. Mais il s'est rendu compte que
il n'était pas inscrit. Non seulement il n'était pas inscrit, mais quand on a vérifié, le transfert n'a pas été fait. Il doit rentrer chez lui. Il sonnait déjà 8 heures. Il avait faim. Et il s'est présenté devant cette bonne dame-là pour qu'on lui donne à manger. Mais c'est des gens qui ont passé des années à travailler. Mais diantre, ça révolte. S'il en est ainsi pour le bois vert, qu'en serait-il pour le bois sec? C'est d'ailleurs pour ça que je me dis que quel que soit ce que ça doit me coûter, tout ce qui est injustice au Togo, il faut que j'en parle pour attirer l'attention de l'autorité sur le fait que ce n'est pas bon. Ailleurs, les pays ne sont pas dirigés comme ça. Il y a au moins 3 secteurs en Afrique qu'il faut sauvegarder. Et quand vous vous référez aux directives du protocole additionnel de l'UEMOA également, l'agriculture, la santé et l'éducation. C'est la priorité partout en Afrique. Pas au Togo, excusez-moi de le dire. Je le dis avec toutes les conséquences que cela peut m'engendrer. Je le dis parce que c'est des réalités que je vis qui me font froid dans le dos, qui me font chaud au cœur et qui me permettent de dire, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi le Togo veut demeurer un pays atypique. Sur tous les plans, éducation, le Togo est en arrière, la santé, mais nos centres de santé sont devenus aujourd'hui des mouroirs. Quand vous êtes malade, restez chez vous à la maison. C'est mieux que d'aller dans un centre de santé où on vous dira, mais quand vous faites un accident et que vous n'avez personne pour vous assister, vous allez mourir. Parce qu'on vous dira, vous accidenté, allez acheter du coton, de l'alcool, de la bétadine et tout ça là, avant qu'on vous soigne. Est-ce que c'était comme ça au temps de nos parents? Tenez votre cœur, période de vacances au Togo, période de fêtes traditionnelles. C'est vrai, on a tendance à parler de politisation, mais est-ce que les fêtes traditionnelles impactent la culture togolaise, pasteur de famille? Loin de là. Très loin. Aujourd'hui, les fêtes traditionnelles, en fait, c'est pour célébrer les récoltes, hein, surtout c'est la fin de l'année, pour célébrer les récoltes, ce que Dieu a fait. Il y a de récoltes en abondance. On remercie Dieu qui a donné la pluie et qui a fait germer les récoltes. Ça, en principe, si on pouvait, si tous on adhère à ce principe-là, moi-même en tant que pasteur, je pourrais participer à cela. Mais quand, moi personnellement, du point de vue spirituel, quand je vois ce qui se fait pendant les fêtes traditionnelles, c'est une manière de vénérer les ancêtres pour... c'est comme si c'est eux qui ont donné la pluie. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est la politisation à outrance. Je dis à outrance, je mesure bien, à outrance des fêtes traditionnelles. Vous prenez chez moi, à Dinokouza, où le comité d'organisation est à 99% composé des gens d'un parti politique. C'est le week-end prochain d'ailleurs, je crois. Demain, aujourd'hui et demain. Week-end. Aujourd'hui et demain, ça commence déjà. Je dis à 99%, le bureau du comité d'organisation d'Adinukousan est composé des membres d'un parti politique. Mais ils ne sont pas de la localité. Qui? Est-ce que ces membres ne sont pas de la localité? Mais ils sont de la localité. Qu'est-ce que le parti a à voir avec... Non, je dis, c'est pourquoi je dis d'un parti politique. Oui, pasteur, est-ce qu'ils réclament le parti dans ce comité? Oui, mais tout se fait. Je ne pense pas. Non, tout se fait d'ailleurs, c'est au nom du parti que tout se fait. Mais les citoyens, la préfecture de Vaud n'est pas composée uniquement d'un parti politique. Donc s'il faut le faire, il faut mettre tous les fils et toutes les filles au sein du comité d'organisation. Donc quand vous voyez déjà, ça fait déjà que d'autres membres, d'autres fils, membres des autres partis politiques n'y participent pas. Et écoutez, nous avons écouté ce matin un acteur politique dire qu'il n'y va plus. Depuis l'année dernière, il n'est plus allé parce que justement, la fête est politisée. Le comité est d'un parti. Aujourd'hui, ce matin, sur une radio, sur place, pour dire qu'il l'année dernière, il n'y était pas. Cette année aussi, il n'y va pas parce que juste... Il y a trop de politique. Il y a trop de politique. Non, c'est la fête traditionnelle. C'est la culture. Si vraiment on veut la culture, notre manière de nous comporter, de vivre tous les jours, c'est ça la culture. Mais aujourd'hui, les fêtes traditionnelles, les gens y vont pour se faire valoir, pour faire la campagne, pour promouvoir
la politique d'un parti au détriment des autres. Et c'est ce qui se fait. On ne peut pas l'accepter. De toute façon, ce n'est pas moi qui le dis. Tout le monde le constate que c'est comme ça, ça se fait. On va faire le constat quand vous allez, aussi chez on ne Ibrahim. voit pas, on dit à fête traditionnelle, culturelle. Quand on y va quand même dans les tenues traditionnelles. Mais vous voyez des gens qui sont en veste, qui sont habillés autrement. On ne sent aucune culture. La valorisation de la culture, c'est où? Si on va à une fête culturelle, à une fête traditionnelle, on ne nous voit pas dans les tenues culturelles. La politisation à outrance, excessive de nos fêtes traditionnelles, fait aujourd'hui qu'elles ont perdu, les fêtes traditionnelles ont perdu de leur valeur. Elles n'existent que de nom. Adjili Cousin chez le pasteur Edokomi, Ibrahim, chez vous, c'est quelle fête? Est-ce que ça impacte réellement la culture? Oui, ça impacte la culture, quoi qu'on dise, parce que lorsqu'on organise ces fêtes, c'est d'abord l'idée première qui s'y dégage, c'est l'idée de retrouvailles d'abord. Parce que ça permet aux fils du milieu et même de la diaspora, tous ceux qui se sont éparpillés, de se retrouver en un jour, fraterniser, prier pour la localité, prier pour la prospérité au niveau de tous les fils de cette localité. Et donc, Pasteur Edo a fait un constat en parlant du comité d'organisation qui est souvent composé des éléments issus d'une formation politique. Bon, ceci est dû au fait que quand on parle des cadres du milieu, puisque tout s'organise au niveau des cadres du milieu. Ils sont forcément politiques. Quand on parle des cadres du milieu, c'est les petits fonctionnaires, c'est les fonctionnaires qui sont au niveau de l'OME, c'est eux qui s'organisent, d'abord c'est eux qui cotisent beaucoup. Et lorsqu'ils font ces cotisations et tout ça, là, ils organisent, ils planifient les activités qui vont entrer en ligne de compte de cette célébration. Et donc tout se fait par eux. Et quand ils arrivent maintenant dans le milieu, on ne fait que dérouler le programme qu'on comptait depuis ici. L'OME, c'est ce qui se fait. Donc habituellement, quand on parle des cadres, vous savez que c'est des gens, les cadres, on dit les cadres du milieu, c'est des gens qui regardent dans la même direction. Et donc, on n'a pas forcément besoin de dire que, bon, tel est de tel parti ou bien tel est de tel parti. C'est des gens qui regardent dans la même direction, ils se reconnaissent, ils savent comment planifier les choses pour que la fête soit agréable. Mais quand même un peu de bémol, est-ce qu'il n'y a pas de la diversité souvent dans ces commissions, dans ce comité? Non, quand nous parlons de ça, c'est une fête culturelle qui n'a rien à voir avec la politique. Donc, les gens qui s'y retrouvent là-bas, c'est des gens qui se sentent appartenir à un milieu, à une localité. Donc, ils vont là-bas parce qu'ils sont fils du milieu et non issus d'une formation politique. Bon, si certains remarquent les velléités d'affirmation, en tout cas d'appartenance politique, merci pasteur. Donc ça, bon, peut-être que c'est, moi je dis que c'est des commérages. Bon, maintenant, quand je reviens un peu au niveau de, si vous permettez, de certains milieux, c'est que quand je prends Agbogbozan par exemple, quand vous arrivez pour la fête d'Agbogbozan, vous voyez des leaders politiques qui viennent à la fête, qui sont invités. Donc maintenant, il faudrait qu'au niveau de ces localités-là, surtout des localités un peu reculées là, qu'ils aient au moins ces réflexes-là d'adresser les invitations à tous les fils du milieu, même qu'ils soient opposants ou quoi, il faut les inviter parce que on parle du milieu, on parle de la localité, on parle de la fête du milieu qui va amener les fils de ce milieu à fraterniser et surtout à renforcer leurs liens. Je pense que c'est ça qui est très important. Qu'on ne regarde pas que bon, tel cadre de telle formation politique nous ont créé des ennuis sur le plan politique, il faut lui faire ceci, il faut lui faire ça. Je pense qu'on est en train de perdre de la substance même de ces fêtes-là. Il faut oublier ces aspects politiques et aller vers l'aspect culturel qui est avant tout un élément, un ferment pour pouvoir consolider les liens. Idelphonse, vous avez écouté Ibrahim? Non, mais je vais régler le compte à Ibrahim. Je voudrais m'attarder sur le point du pasteur qui a pratiquement tout dit, qui me satisfait. Je vais juste ajouter un truc. Lorsqu'on donne une connotation politique à une fête traditionnelle, surtout pour le compte du Togo, on doit assister à tout ce que nous voyons depuis un moment. Mais moi, là où ça me dérange, c'est
cette discrimination qu'on fait des fêtes traditionnelles. Je parle bien de discrimination. Pose-moi la question de savoir pourquoi je parle de discrimination. Mais lorsque nous parlons de fêtes traditionnelles, c'est propre à des traditions données, c'est-à-dire à des villages ou bien à des localités données. Oui. Mais quand une fête traditionnelle tente à supplanter toutes les autres, on se demande, mais pourquoi? Parce que le chef de l'État, il est cabier que Evala doit prendre 2 semaines et que l'on doit déployer tout l'arsenal administratif. Mais tu sais ce qui ça me fait rire des fois quand je vois, surtout, excusez-moi, je parle des gains parce que ma maman elle est caillie, elle vient d'Anéro. Je vois des prêtres vaudous de gains qui traversent tout cela là, qui se retrouvent à Kara. Est-ce que ce n'est même pas ça la diversité culturelle que nous vous devons valoriser dans notre pays? Qu'est-ce que vous appelez par diversité culturelle quand eux ils quittent Anéro pour Kara et qu'on ne voit pas les chefs traditionnels Kara à Anéro? Dites-moi, qu'est-ce que vous mettez dans diversité culturelle? Non, je ne suis pas. Non! Ibrahim, tout à l'heure, quand tu as parlé, il y a des chefs kabyles qui se retrouvent à Néo. Non. Ibrahim, on va le laisser c'est le finir. Togo, c'est la diversité, c'est la fraternité, nous sommes des citoyens. Sauf que, Ibrahim, on va le laisser finir. Allez-y. heureusement que Ibrahim est un ami très cher à moi que je le laisse, parce que sur d'autres cieux, j'allais te demander de le discipliner. Mais il est un ami très cher à moi. Mais tu l'as dit déjà. Mais moi, ce que j'ai toujours constaté, et j'ai touché du doigt, c'est que des fêtes traditionnelles, elles doivent être purement traditionnelles. Et là, je reviens encore, en attaquant Ibrahim maintenant, cette fois-ci. Il ne faut pas l'attaquer. Depuis que... Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut Oui, pas mais, l'attaquer. non, mais je l'attaque par rapport au fait qu'il a employé des cadres du milieu. Depuis que les grands-parents ont commencé par célébrer ça, vous avez une fois entendu parler de cadres du milieu? Vous avez une fois entendu ça? Parce qu'on a politisé à outrance toutes ces fêtes traditionnelles, qu'on en parle. Cadre du milieu. Quand vous parlez de cadre du milieu, ils sont combien dans l'administration? Pour la plupart, inféodés au pouvoir togolais. Je parle de UNIR et de RPT. Ces cadres-là, vous n'en voyez pas qui sont membres de l'opposition. Et vous avez vu comment on fait maintenant dans nos villages. Mais les fêtes traditionnelles, c'est pour quoi faire? C'est pour valoriser la culture, c'est pour valoriser la tradition. Ce n'est pas pour dire que le chef de l'État, parce que le chef de l'État qui savait être un cabier, lorsqu'on parle de la tradition des gains, c'est le chef de l'État qui agit encore là-bas. C'est comme ça nos grands-parents ont fêté. C'est comme ça on a célébré ces fêtes traditionnelles-là. Ça dit depuis... Mais non! C'est de ça qu'il est question. Je n'ai rien à voir avec l'ethnicisme. Je ne suis pas contre. Vous savez, j'ai passé 5 ans au nord, quand j'étais encore petit. J'ai eu mon CEPDO à Kara. J'ai commencé la 6e à Lomé. J'ai fréquenté avec des gens que je vois aujourd'hui dans l'administration, qui sont des officiers. J'ai fréquenté avec une dame qui savait entre-temps être la directrice des impôts, avec qui je suis resté dans le banc, à Kara, parce que son papa s'appelait à l'époque un certain Awadecha. Je ne suis pas ethniciste, je ne le serai jamais, parce que je suis ami à tout le monde. Ma profession de journaliste me recommande à aller sur tous les ponts et sur toutes les contrées. D'ailleurs, Pour dire- l'ethnicisme est très dangereux. Voilà pourquoi, quand nous parlons des fêtes traditionnelles, essayons de dire que le chef de l'État, dans sa magnanimité autour, là, il a fait ci, il a fait ça. Le chef de l'État qui n'est pas gain, qu'est-ce qu'il ira dire au gain? C'est vrai que il est aujourd'hui le chef de l'État, il couronne tout. Mais pardon, la tradition c'est autre chose. Mais vous parlez de cadre. Est-ce que nos grands-parents, quand on célébrait ces fêtes-là, on parlait de cadre? C'est ça qui a amené aujourd'hui ce que nous remarquons là. Il est cadre du ENIR, il est cadre de l'UFC, il est cadre de... Mais pardon,
La crise sociopolitique togolaise est loin de finir, c'est un constat, on peut se tromper aussi. Est-ce que vous avez le sentiment, pasteur, que rien n'a bougé depuis le 31 juin dernier? 31 juillet. Oui. Oui, depuis le 31 juillet, il faut avoir le courage de dire que le sommet de la CEDEAO, qui était presque qui était considéré comme le retour de Jésus-Christ pour les Togolais, est passé. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, on revoit les mêmes ressentiments. On dirait que c'est au lendemain du 31 juillet que la crise togolaise s'est exacerbée. D'une manière ou d'une autre. Même si on ne voit pas des manifestations dans les rues, mais il y a des manifestations dans les cœurs. Il y a des manifestations dans les cœurs. Et on voit les guerres de déclaration de... C'est ça, non? Oui. Déclaration de guerre. Une guerre de communiquer. Une guerre de communiquer sur tous les fronts. Et on voit que c'est comme si déjà dans l'intention de ceux qui nous gouvernent, une date des élections est donnée, il faut aller aux élections. Mais pourtant, on ne s'est pas demandé de savoir qu'est-ce qui a fait que la crise de 19 août est née. Quelle était la motivation? Il s'agit de faire des réformes. Mais jusqu'à sur ce point-là, rien n'est dit pour le moment. On ne parle pas des réformes, mais on parle plus de l'organisation des élections. Mais c'est ça. Parce que le 20 décembre, c'est demain. Mais c'est ça. Mais on n'avait pas... La crise n'est pas née parce qu'il fallait aller primo aux élections. Il fallait organiser, il fallait faire les réformes. C'était ça. Et c'est ça qui a fait venir la CEDEAO, les réformes constitutionnelles, pour que le Togo soit conforme au protocole additionnel de la CEDEAO. C'est ça. Si aujourd'hui on court pour aller dans tous ces feux de route-là, ce qui est pris isolement, c'est le repère, la date de repère. Le 20 décembre. Le 20 décembre. Sur toutes les lèvres, là, c'est le 20 décembre. Comme si c'était la crise est née pour aller aux élections. De grâce, ce qui se passe, on ne comprend absolument rien. Moi, personnellement, je ne comprends pas. Au lendemain du 31 juillet, voilà ce à quoi les Togolais assistent encore. On attend vivement le comité de suivi. Entre-temps, la commission de la CEDEAO, avec son président, est passée à Lomé. On annonce de nouveau l'arrivée la semaine prochaine des facilitateurs. Doit-on toujours espérer, Ibrahim? Non, moi je pense que depuis un certain temps, les Togolais ont décidé de s'infantiliser. On est devenu le bébé de la sous-région, à qui n'importe quel kidam peut dire ce que bon lui semble. Dicter des lignes de conduite, lui apprendre comment marcher, lui apprendre comment se déplacer, comment même gérer. Je peux dire son propre corps, son physique et tout ça là. Ça voudrait dire qu'on est sous tutelle de la CEDEAO. Et donc, la CEDEAO a donné des recommandations, ce que nous appelons la feuille de route, pour nous tracer la voie vers la normalisation. Nous sommes dans une situation anormale, bien évidemment, et tous les acteurs ont reconnu cela. Donc maintenant qu'il y a la feuille de route, il y a des recommandations. Suivons les recommandations, au moins c'est le minimum. Quand vous êtes inintelligent et quelqu'un d'intelligent vient vous dire « voici ce qu'il faut faire pour sortir de l'ornière », moi je pense que le bon sens voudrait qu'on suive au moins ces recommandations pour voir là où ça peut nous amener. Mais si à la place de ces recommandations, on vient avec d'autres additifs, on crée d'autres situations pour, je ne sais pas, pour empirer la situation et constituer un blocage qui puisse amener les acteurs à ne plus s'entendre et à foutre à la poubelle cette feuille de route, je me dis que jusque-là, à quel jeu? Je me demande plutôt à quel jeu ces acteurs politiques jouent. C'était dit de cesser le processus électoral. C'était bien dit. La CEDEAO l'a claironné. Alpha Condé a eu à le répéter sur la radio RFI. Et tous les acteurs ont compris que la CEDEAO a dit de suspendre le processus. La CEDEAO revient avec la feuille de route et dit les élections c'est le 20 décembre. Implicitement, ça voudrait dire que on devait mettre en branle le processus électoral. C'est ce que ça veut dire. Et on dit maintenant de renforcer la CENI. On renforce quoi? On renforce ce qui est déjà existant.
On n'a pas dit de faire table rase. On n'a pas dit de recomposer. Ce qui est déjà existant, renforcer cela. Et nous savons que sur le plan effectif, ce qui constitue la Le CENI, renforcement, là, sur l'autre communiqué. Hein? un instant. Oui, Quand vous prenez la CENI actuelle, il y a encore 4 membres qui ne répondent pas à l'appel. Donc, il faudrait renforcer cela. Maintenant, sur le plan technicité, la CEDEAO a dit qu'il va apporter son expertise. Ouais. Donc si la CENI travaille et qu'on remarque qu'il y a des anomalies, qu'il y a des manquements et autres, le comité de suivi va évaluer cela. Moi, je suis fier parce que la CEDEAO a dit qu'il y aura un comité de suivi qui va suivre à la lettre la mise en œuvre de cette feuille de route. Donc, tout ce que la CENI est en train de faire actuellement, si j'étais politicien, j'allais laisser la CENI continuer, sachant que le comité de suivi va suivre ce qui va se passer. Si ce n'est pas bien, si cela n'est pas conforme à l'esprit de la feuille de route, la CEDEAO va rappeler la CENI à la raison. La CEDEAO dira que ce que vous êtes en train d'engager là, cela ne répond pas aux normes en matière d'organisation des élections. Parce qu'il y aura les experts, il y aura ceux qui ont une certaine technicité en matière d'organisation des élections qui vont assister le Togo. Donc quand eux viendront, ces experts électoraux viendront, ils verront que ça là, ça ne va pas, ça ne sait pas. Et voilà ce qu'il faut refaire. Je pense que c'est ce que moi je pense. Et il faudrait que les acteurs politiques fassent un effort pour ne pas réserver le même sort qu'ils ont réservé à l'APG, à cette feuille de route. Parce que si nous ratons encore la mise en œuvre de cette feuille de route, sincèrement, je me demande ce qu'on va penser des Togolais. Ildefonse, la grande question aujourd'hui, quelle option pour ramener la confiance au sein des acteurs? Je voudrais, avant de répondre à votre question, dire un mot sur l'analyse Ibrahim. d'Ibrahim. Oui. Vous savez que, à l'amorce de cette crise, avant que la CEDEAO n'entre en jeu, les dirigeants togolais, je voudrais parler des décideurs togolais, n'ont jamais accepté qu'il y avait une crise. Et c'est lorsque il y a eu un 19 août qui a débouché sur plusieurs manifestations, tant à l'intérieur que dans la diaspora, que finalement, bon là, ils ont accepté qu'il y a eu une crise. Mais j'ai cru entendre que c'est le chef de l'État, M. Faure Gnassingbé, qui a demandé à ses pairs de l'aider à résoudre la crise dans son pays. Déjà, le premier citoyen, c'est-à-dire celui qui est le papa de la famille Togo, a reconnu que entre ses fils et filles, il y a bagarre. Aidez-moi à résoudre cela. Tout le monde savait à un moment donné qu'il y avait une crise au Togo. Mais si on le conçoit comme tel, et que les acteurs politiques, toutes tendances confondues, surtout ceux du pouvoir et de la coalition réunie en ce que nous avons appelé la coalition des 14 partis politiques, ont essayé de se mettre ensemble sous l'égide de la facilitation de la CEDEAO, il était question des règlements intérieurs. Mais quand on a élaboré les règlements intérieurs et que j'ai pu voir 2 ou 3 signatures, les points qui doivent être discutés au cours de ce dialogue, où on a mis réforme électorale. Dans les premiers moments, j'ai entendu ceux qui sont du parti au pouvoir et ceux qui sont du gouvernement, qui sont tous les deux membres d'une seule famille politique unie, qui ont dit on n'a jamais dit qu'il faut surseoir les travaux à la CENI. Mais il a fallu que M. Nana Akufo-Addo vienne pour dire vous me prenez comme un imbécile, mais c'est ici que nous avons tous paraphé le document. J'ai entendu des ministres du gouvernement qui sont venus dire après, qui vous dit que nous n'avons pas suspendu les travaux. J'ai entendu au moins le ministre Gilbert Bawara qui l'a dit. Mais ce qui est grave dans ce que Ibrahim a dit tout à l'heure, si la CEDEAO est arrivée à dire stopper les travaux à la CENI. Oui, mais la CEDEAO n'a pas dit d'arrêter. Non. La CEDEAO a dit il faut arrêter. Parce que déjà, les réformes électorales étaient inscrites sur
où dans les règlements intérieurs où ces réformes-là devaient être discutées entre les acteurs politiques qui étaient déjà en pourparlers. Oui. Est-ce qu'avec la feuille de route, doit-on encore considérer ce règlement intérieur? Je vais vous permettre, ce n'est pas de mon ressort, mais je vous dis, lorsqu'on vous dit de suspendre aux travaux, bien d'arrêter les travaux à la CENI, et que des ministres d'un gouvernement viennent dire à la face du monde, qui vous dit que les travaux n'ont pas été arrêtés. Si c'est la CEDEAO qui a demandé à travers la facilitation arrêtée, et que les ministres du gouvernement ont dit nous avons arrêté, qui a demandé maintenant que les travaux continuent? Si c'est la facilitation qui a dit. Aujourd'hui, il faut que les acteurs se comprennent, que la confiance revienne. Nous sommes aussi talonnés par le temps. Oui, mais moi je vais vous dire autre chose. La rhétorique du pouvoir RPT a été toujours surprenante. Ils prennent les engagements, ils sont les premiers à violer les engagements là. Je demande, pour le bon sens, quand vous êtes un État souverain que vous clamez sur tous les toits, et que vous n'arrivez pas à gérer les crises dans vos pays, et que des étrangers viennent vous aider, et que vous-même, au micro, vous dites, quand vous nous avez demandé de suspendre les travaux à la CENI, on a suspendu. Qu'est-ce qui vous prouve que nous n'avons pas suspendu? Maintenant, qui vous a donné l'ordre de reprendre? C'est ça le problème. Parce qu'il faut un chronogramme de ceux-là qui vous ont dit suspendez pour que nous reprenions les travaux. Mais quand il n'y a pas le chronogramme et que vous commencez, vous avez quelle idée derrière la tête? Le vol. Pasteur, oui. Non, en fait, je crois que l'idéal aurait voulu quand même que, comme c'est la CEDEAO a demandé de suspendre, que ce soit la même CEDEAO qui dit c'est clair. Reprenez. Mais la CEDEAO a également dit le 20 décembre. C'est vrai qu'il y a eu une date. Je disais hier sur un plateau de télévision que si on n'allait pas aux élections le 20 décembre serait la fin, le Togo serait la fin. Vous prenez un pays comme le Gabon, les législatives, je ne sais pas combien de temps, ça fait 2 ans que ça se reporte. Mais les accords de la Centrafrique, nous allons laisser le pasteur l'année 2017, mais jusqu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu d'élection. Oui, bien sûr. Donc, il y a une Assemblée nationale dont le délai vient d'être expiré, c'est vrai, mais je crois qu'on peut continuer par jusqu'à ce qu'une nouvelle Assemblée soit élue. Au nom de l'apaisement. Au nom de l'apaisement, c'est tout à fait normal. Moi, je pense que nous ne devons pas... On peut même aller... Si tout est bien depuis le 31, si les acteurs de ce pays, les acteurs politiques, veulent vraiment avoir une nouvelle Assemblée, on peut aller, s'il y a la bonne volonté, on peut aller aux élections avant le 20 décembre. Voilà, l'autre aspect aussi très important. On peut aller aux élections avant le 20 décembre, c'est normal, s'il y a de la bonne volonté, c'est tout. Oui, Ibrahim, allez-y maintenant. Pourquoi il disait de ne pas réserver le sort réservé à l'APG à cette feuille de route. C'est une feuille de route et c'est la CEDEAO qui l'a proposée parce que les Togolais étaient incapables de s'entendre pour pouvoir normaliser la situation dans leur pays. Maintenant que la CEDEAO nous a donné des indications, et quand vous prenez les revendications, c'est bien écrit. C'est le nœud même de la crise togolaise. Et Ildefonse disait qu'on voulait amener le Togo à avoir une certaine base démocratique et à être conforme au protocole additionnel en matière de gouvernance et de démocratie. Donc moi je me dis que les Togolais doivent faire un effort pour mettre en œuvre cette feuille de route. C'est cela qui va nous donner une certaine base et là nous pouvons progressivement améliorer et mettre les structures qu'il faut pour que le Togo redevienne un État assez fréquentable au point de vue démocratique, merci. Au point de vue des gestions orthodoxes des affaires du pays. Merci beaucoup à vous, merci beaucoup Pasteur Eto Komi du mouvement Martin Luther King, Ibrahim Acha du Temps Nouveau et puis Ildefonse Apaki de la Gazette du Togo. Merci beaucoup à vous, le plaisir, vous retrouverez en tout cas Honoré Dontui lundi, oui. Non mais j'ai les réminiscences de la légende des faits. Merci beaucoup. Bon week-end à tous. Merci. De temps en temps, bien présenté. Non, Patrick, mais c'est ce que je veux dire, elle était cool, toi. Comment? Merci beaucoup. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@
@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.